Il l'appelait la femme invisible. Pendant 5 ans, les tabloïds se moquaient de ses vêtements simples et de son silence, affirmant qu'elle était juste une rien chanceuse s'accrochant au bras du milliardaire le plus impitoyable de Manhattan, Daniel Sterling. Quand les papiers de divorce furent divulgués, l'Internet rit. Elle partit avec 0 pension alimentaire. Pas de maison, pas d'action, rien. Tout le monde pensait qu'elle était vaincue. Ils pensaient qu'elle partait la queue entre les jambes. Mais ils oublièrent une chose. Vous n'avez pas besoin de demander de l'argent quand vous possédez déjà la banque. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de Sabira Vance, la femme qui signa le divorce tranquillement, puis choqua le monde entier quand elle atterrit sur le tarmac, non pas en taxi, mais dans un Gulfstream GCC-150 qui faisait que le jet de son ex-mari ressemblait à un jouet. Ceci est la revanche ultime. La salle de conférence au 44e étage de la Hudson Yards Tower était froide. C'était un genre de froid délibéré, conçu pour mettre les gens mal à l'aise, pour leur donner envie de signer rapidement et de partir. C'était la tactique de négociation préférée de Daniel Sterling. Sabira s'assit d'un côté de la table en acajou, ses mains croisées sur ses genoux. Elle portait un simple cardigan gris qui avait vu de meilleurs jours et aucun bijou, pas même son alliance. Celle-ci avait été retirée il y a 3 semaines, placée doucement sur la table de chevet du penthouse d'où elle était maintenant exilée. En face d'elle était assis, il avait l'air impeccable comme toujours, un costume Tom Ford sur mesure, une montre Patek Philippe qui coûtait plus cher que la plupart des maisons des gens. Et ce rictus, celui qui ressemblait à un sourire charmant quand ils s'étaient rencontrés pour la première fois dans ce café à Boston, il y a 6 ans, maintenant c'était juste un sourire de prédateur. À côté de lui se tenait Isabella, sa chef de cabinet, bien que tout le monde dans le cercle de l'élite new-yorkaise savait que le titre était une couverture fragile. Elle était plus jeune, plus affûtée, et portait une robe qui criait remplacement. Elle tapait ses ongles manucurés sur la table en verre, vérifiant l'heure. « Finissons-en, Sabira, » dit Daniel, sa voix dépourvue de toute émotion. « J'ai une réunion de fusion avec le groupe Kincaid dans 1 heure. Je ne peux pas être en retard parce que vous avez des doutes sur le règlement. »« Je n'ai pas de doute, » dit Sabira doucement. Sa voix était stable, surprenant même l'avocat en divorce très respecté, M. Arthur Blackwood, qui était assis au bout de la table. Blackwood s'éclaircit la gorge. « Madame Sterling, Mademoiselle Vance, je dois vous conseiller une dernière fois. L'accord prénuptial était agressif, mais selon la loi de l'État de New York, vous avez le droit de contester pour un soutien conjugal. Daniel offre un paiement unique de 50 000 $ comme un geste de bonne volonté. Si vous signez cette renonciation, vous repartez avec cela et rien d'autre. Pas de droit sur l'empire immobilier Sterling. Pas de droit sur le domaine des Hamptons. » Daniel se pencha en avant, ses yeux froids. C'est 50 000 $ ou une bataille juridique prolongée qui vous ruinera en 1 mois. Sabira, prenez l'argent, retournez en Ohio ou d'où que vous soyez. Recommencez. Achetez un chat. Isabella ricanait, couvrant rapidement sa bouche avec une toux. Sabira regarda les documents. Le document était épais. Une pierre tombale pour 5 ans de mariage. 5 ans à organiser sa vie. 5 ans à le soigner à travers ses crises de panique quand le marché plongeait. 5 ans à réécrire ses discours pour qu'ils sonnent humains au lieu de robotiques. 5 ans à être la femme simple et ennuyeuse pendant qu'il devenait le titan de Hudson Yards. Elle prit le stylo. « Je ne veux pas les 50 000, » dit Sabira. Daniel se figea. « Excusez-moi? »« Je ne veux pas de votre argent, Daniel. Gardez-le. Achetez un nouveau sac à Isabella. » Le visage de Daniel devint rouge. « Ne jouez pas la martyre. Vous n'avez pas ce de travail, vous n'avez pas d'économie. Vous avez été femme au foyer pendant 5 ans. »« Je veux juste sortir, » dit Sabira. Elle tourna la page arrière. Le grattement du stylo fut le son le plus fort dans la pièce.
Sabira Vance. Elle poussa les papiers sur la table. J'ai fini. Nous avons fini. Monsieur Blackwood parut stupéfait. Il n'avait jamais vu l'épouse d'un milliardaire renoncer à un règlement potentiel à 8 chiffres sans se battre. Il tamponna les documents avec un lourd bruit sourd. C'est fait, dit l'avocat. Le divorce est finalisé avec effet immédiat. Daniel se leva, boutonnant sa veste. Il regarda Sabira avec un mélange de pitié et de triomphe. Il avait gagné. Il s'était débarrassé du poids mort sans perdre un seul point de pourcentage de son entreprise. « Tu as toujours été une fille simple, Sabira, » dit Daniel, vérifiant son reflet dans la fenêtre. « Je suppose que c'est pourquoi je t'ai aimé pendant un temps. Tu étais simple. Au revoir. » Il n'attendit pas de réponse. Il se retourna et sortit, Isabella cliquant derrière lui murmurant quelque chose à l'oreille qui le fit rire. Sabira resta assise un instant. Monsieur Blackwood commença à ranger sa mallette. « Je dois dire, mademoiselle Vance, je fais cela depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un se rendre si complètement. » Sabira se leva. Elle lissa son cardigan gris. Pour la première fois depuis des années, l'affaissement de ses épaules disparut. Sa posture se redressa, son menton se leva et ses yeux, habituellement baissés, se fixèrent sur l'avocat avec une intensité terrifiante. « Mais rendre ?» demanda Sabira, un petit sourire cryptique jouant sur ses lèvres. « Monsieur Blackwood, quand vous sortez les ordures, vous ne négociez pas avec, vous les déposez juste au trottoir. » Elle se retourna et sortit du bureau, laissant l'avocat en divorce le plus redouté de Manhattan sans voix. Daniel Sterling était d'une humeur fantastique. Alors que sa Maybach conduite par chauffeur naviguait dans le trafic vers l'aéroport de Teterboro, il versa 2 verres de champagne, un pour lui, un pour Isabella. À la liberté, il porta un toast. À l'avenir, ronronna Isabella, teintant son verre contre le sien. Je n'arrive pas à croire qu'elle n'ait pas pris l'argent. Est-elle stupide? Elle est fière, ricana Daniel. La fierté est un luxe de pauvre homme. Elle mendiera un prêt dans 6 mois. Mais d'ici là, nous aurons conclu l'affaire Kincaid et Sterling Enterprises sera mondiale. Je ne me souviendrai même plus de son nom. L'affaire Kincaid était la fin de partie. Daniel courtisait le conglomérat européen depuis 2 ans. Il possédait des voies de navigation, des entreprises technologiques et la moitié des hôtels de luxe de Monaco. Une fusion ferait de Daniel l'homme le plus riche de la côte Est. La réunion avait lieu dans 2 jours à Aspen lors du sommet économique mondial. Tous ceux qui comptaient seraient là. La voiture se gara sur le tarmac de Teterboro, l'aéroport privé de choix pour l'élite new-yorkaise. Daniel regarda par la fenêtre son jet, un respectable Cessna Citation. Il était élégant, rapide et cher, un symbole de son statut. Mais alors qu'il s'arrêtait devant le FBO, l'opérateur de base fixe, la voiture s'arrêta brusquement. « Qu'est-ce la retenue? » aboya Daniel au chauffeur. « Trafic sur le tarmac, monsieur, » répondit le chauffeur, l'air confus. « Il y a une arrivée lourde. Le contrôle au sol a arrêté tout roulage. »« Je me fiche d'une arrivée lourde. J'ai un créneau de vol. » Daniel baissa la vitre, prêt à crier sur un membre de l'équipe au sol. Puis il entendit le rugissement. Ce n'était pas le gémissement d'un jet privé normal. C'était le grondement profond et tonitruant de moteurs massifs. Une ombre tomba sur la voiture de Daniel, bloquant le soleil de midi. Descendant sur la piste était un mastodonte. C'était un Gulfstream J700, le summum absolu de l'aviation privée. Mais celui-ci était différent. Il était peint d'un bleu nuit mat, presque noir avec des accents argentés qui scintillaient comme du mercure liquide. Le numéro de queue était obscurci par l'angle, mais la taille pure de l'oiseau rapetissait la citation de Daniel à proximité. « Mon Dieu » murmura Isabella, pressant son visage contre la vitre. « Qui est-ce là? Est-ce que le président? » « Non » marmonna Daniel. Un élan de jalousie le frappant fort. « C'est privé. C'est de l'argent de milliardaires. Du vrai argent de milliardaires. Probablement un prince saoudien ou un oligarque technologique. » Le jet massif roula gracieusement,
ses moteurs s'éteignant alors qu'il se garait dans le créneau VIP, le créneau que Daniel essayait habituellement de réserver, mais on lui disait toujours qu'il n'était pas disponible pour sa catégorie. Une flotte de 3 Cadillac Escalade noirs aux vitres teintées traversa le tarmac pour rencontrer l'avion. L'escalier du G700 s'abaissa automatiquement, illuminé par de douces lumières LED. « Allons-y !» claqua Daniel, perdant intérêt. Il détestait qu'on lui rappelle qu'il y avait toujours un plus gros poisson. « Chauffeur, contournez !» Alors que sa voiture manœuvrait lentement autour du blocus, Daniel jeta un dernier coup d'œil en arrière. La porte du jet bleu nuit s'ouvrit. Une équipe de sécurité en costume sombre sortit d'abord, scannant le périmètre. Puis une silhouette émergea en haut de l'escalier. C'était une femme. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et un long manteau en cachemire couleur camel qui semblait coûter plus cher que la voiture de Daniel. Elle ne regardait pas autour d'elle avec émerveillement. Elle regardait autour d'elle avec propriété. Elle descendit de l'escalier avec une grâce pratiquée, ignorant les hôtesses de l'air, inclinant leur tête. Un des gardes de sécurité lui ouvrit la porte de l'escalade de tête. Juste avant qu'elle ne s'y glisse, elle s'arrêta et regarda à travers le tarmac. Pendant une fraction de seconde, Daniel sentit un choc d'électricité. La femme avait tourné la tête directement vers sa Maybach. Même à cette distance et derrière les lunettes de soleil, l'inclinaison de sa tête était agonisamment familière. « Daniel, » demanda Isabella, touchant son bras, « vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Daniel secoua la tête, clignant rapidement. « Non, juste la lumière. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Sabira. » Isabella éclata de rire, un son cruel, aigu. « Sabira, la femme qui achète ses poules chez Target, descendant d'un jet de 70 millions de dollars. Daniel, chéri, le stress vous atteint. » Daniel força un rire. « Vous avez raison, ridicule. Sabira est probablement dans un bus Greyhound pour l'Ohio maintenant. » Il se détourna, signalant au chauffeur d'avancer. Il avait tort. À l'intérieur de l'escalade de tête, la femme retira ses lunettes de soleil. Les yeux de Sabira Vance étaient perçants et clairs. Elle sortit un téléphone de la poche de son manteau, un appareil crypté par satellite sécurisé, pas l'iPhone fissuré qu'elle utilisait autour de Daniel. Elle composa un numéro. « Statue », dit-elle. Sa voix était autoritaire, plus profonde que le ton chuchotant qu'elle avait utilisé pendant 5 ans. « Nous sommes en direct, maman. » Une voix britannique répondit à l'autre bout. « L'acquisition de la société holding est complète. Le conseil d'administration attend votre arrivée à Aspen. Et avez-vous signé les papiers? »« Je l'ai fait, » dit Sabira, regardant la petite Cessna de Daniel rouler au loin à travers la vitre teintée. « Les ordures ont été sorties. »« Très bien, bienvenue de retour. Redémarrer protocole alpha. Bienvenue de retour, Madame Roth. » Sabira raccrocha. Elle n'était pas seulement Sabira Vance. Elle était Sabira Roth, l'unique petite fille d'Elias Roth, le magnat de l'acier et du transport maritime qui était mort 6 ans auparavant, laissant tout son empire secret à la seule personne en qui il avait confiance, la petite fille qui voulait voir si elle pouvait trouver l'amour pour elle-même, pas pour son argent. Elle avait testé Daniel Sterling. Elle lui avait donné 5 ans pour aimer la femme, pas le portefeuille. Il avait échoué. « Chauffeur, » dit Sabira, « emmenez-moi aux pierres. J'ai une garde-robe à remplacer et faites refaire le plein du jet. Nous volons à Aspen à l'aube. »« Oui, Madame Roth. » L'escalade fila, laissant la petite vie de Sabira Vance dans la poussière. Sabira Roth était de retour et elle avait une fusion à saboter. Pumpkin, Colorado, pendant le sommet économique mondial, était moins une station de ski qu'une zone militarisée de richesse. L'air était mince, frais, et sentait les aiguilles de pain et le kérosène. Daniel Sterling descendit de son jet Citation, boutonnant son manteau en cachemire contre le vent mordant. Le tarmac était bondé, des Gulfstream, des Bombardier et des Dassault Falcon étaient garés aile à aile comme des voitures dans un centre commercial. « Il fait un froid de canard », se plaignit Isabella,
frissonnant dans un manteau de fourrure blanc qui semblait un peu trop moelleux, un peu trop hollywoodien pour la foule de l'argent ancien d'Aspen. « Arrêtez de vous plaindre, » marmonna Daniel, vérifiant son téléphone. « Nous devons nous rendre au St. Regis. J'ai une boisson d'avant-réunion prévue avec le vice-président de Lord Kincaid dans 2 heures. Cette vision est la seule chose qui compte. » Ils prirent un SUV noir jusqu'au St. Regis Aspen Resort. Daniel y avait séjourné chaque année au cours de la dernière décennie. Il aimait cela car il connaissait son nom. Il connaissait sa commande de boisson. Il le traitait comme le roi qu'il croyait être. Il entra d'un pas assuré dans le hall, s'attendant à ce que le directeur général, M. Laurent, l'attende avec une carte clé et une poignée de main. Au lieu de cela, le hall était chaotique. Des agents de sécurité avec des oreillettes patrouillaient le périmètre. Le bureau d'enregistrement, habituellement calme, était flanqué de 2 grands hommes en costume qui semblaient avoir mâché du gravier pour le petit déjeuner. Daniel s'approcha du bureau, claquant sa carte platine sur le comptoir. « Daniel Sterling, j'ai la suite présidentielle réservée. » La jeune femme au bureau parut terrifiée. Elle tapa frénétiquement. « Monsieur Sterling, bienvenue. Je vois votre réservation. » Elle s'arrêta, se mordant la lèvre. Cependant, il y a eu un léger changement. Changement? La voix de Daniel tomba d'une octave. Quel changement? J'ai réservé cette chambre il y a 6 mois. Nous avons dû vous déplacer, monsieur, bégaya-t-elle, vers une suite junior au 3e étage. Elle a une belle vue sur la cour. Une suite junior, explosa Daniel. Les têtes se tournèrent dans le hall. Je suis le PDG de Sterling Enterprises. Je ne séjourne pas dans des suites juniors. Je séjourne dans la suite présidentielle. Qui est dans ma chambre? Expulsez-les. Monsieur Laurent, le gérant, se matérialisa d'un bureau arrière. Il avait l'air fatigué. Monsieur Sterling, dit Laurent doucement, bien que ses yeux fussent durs. Je m'excuse pour le désagrément, mais la suite présidentielle et en fait tout le dernier étage sont indisponibles. Indisponibles? Pourquoi? Ils ont été réquisitionnés par la propriétaire. Daniel ricana. Le St. Regis était la propriété d'un groupe hôtelier sans visage, Laurent. Il ne réquisitionne pas des étages pendant le plus grand sommet de l'année. En fait, monsieur, dit Laurent, baissant la voix, la propriété a changé de mains en privé il y a 3 jours. La nouvelle actionnaire majoritaire est en résidence et elle a besoin de tout le dernier étage pour sa sécurité et son personnel. Elle? Isabella se redressa. Qui est-elle? Je ne suis pas en liberté de le dire, dit Laurent, faisant signe à un groom. S'il vous plaît de monsieur Sterling, la suite junior est tout ce que nous avons. La ville est complète. Si vous ne la prenez pas, vous dormirez dans votre jet. Furieux, Daniel arracha la carte clé. C'est inacceptable. Quand je conclurai l'affaire Kincaid demain, je vais acheter cet hôtel juste pour vous virer, Laurent. Laurent offrit un sourire serré et poli. Profitez de votre séjour, monsieur Sterling. Alors que Daniel et Isabella se précipitaient vers les ascenseurs, l'ascenseur privé à l'extrémité du hall, celui nécessitant un scan biométrique, sonna doucement. Le hall devint silencieux. Sabira sortit. Elle avait changé de ses vêtements de voyage. Elle portait maintenant un col roulé couleur crème, un pantalon en laine ajusté et des bottes qui cliquetaient avec autorité sur le marbre. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné quand elle était la femme de Daniel, étaient maintenant soufflés en vagues lâches et brillantes qui attrapaient la lumière. Elle était flanquée de 3 personnes. Son nouveau chef de la sécurité, un homme britannique nommé Silas, son assistante personnelle, une femme aux yeux perçants nommée Chloé, et un homme que Daniel aurait reconnu s'il n'avait pas été si occupé à crier. C'était Arthur Blackwood, l'avocat en divorce de Daniel lui-même. « Monsieur Laurent, » dit Sabira doucement. Le gérant inclina légèrement la tête. « Mademoiselle Roth, tout était-il à votre goût à l'étage? Le chauffage dans la salle de conférence est un peu élevé. Faites-le baisser, » dit Sabira. Et j'ai remarqué une agitation plus tôt. Qui criait?
Juste un client mécontent, madame. Un certain Monsieur Sterling. Il était contrarié d'avoir été déplacé de la suite présidentielle. Les lèvres de Sabira se recourbèrent en un léger sourire. Monsieur Sterling? Oui, il déteste être dérangé. Assurez-vous d'envoyer un panier de fruits gratuit à sa suite junior. Des papayes. Il est allergique à celle-ci. Laurent parut confus mais hocha la tête. Bien sûr, des papayes. Et Monsieur Blackwood est ici pour... Monsieur Blackwood est ici pour témoigner du transfert d'actifs, dit Sabira, jetant un coup d'œil à l'avocat qui semblait pâle et humilié. Il y a 3 jours, Blackwood avait traité Sabira comme une nuisance. Puis Sabira l'avait appelée. Elle ne l'avait pas appelée comme Madame Sterling. Elle l'avait appelée comme Sabira Roth, chef du Roth Trust, le plus grand investisseur silencieux du cabinet d'avocats de Blackwood. Quand il découvrit qu'il venait d'aider un milliardaire à dépouiller son propre patron, il faillit avoir une crise cardiaque. Maintenant, il travaillait pour elle. Je dois examiner la liste des invités pour le gala d'ouverture de ce soir, dit Sabira, marchant vers la sortie privée où une voiture attendait. Vous y assistez, madame, demanda Silas, ouvrant la porte. La presse sera là. Le narratif de la femme invisible se brisera. C'est le but, Silas, dit Sabira, mettant ses lunettes de soleil, même s'il faisait nuageux. Daniel pense qu'il est ici pour fusionner avec le groupe Kincaid. Il ne sait pas que le groupe Kincaid ne fait aucun mouvement sans l'approbation de leur fournisseur de liquidités primaires. Et ce fournisseur, c'est vous, murmura Blackwood, essuyant la sueur de son front. Ce fournisseur, c'est moi, confirma Sabira. Allons-y, je veux acheter une station de ski avant le dîner. Le gala d'ouverture du sommet économique mondial se tenait dans la grande salle de bal de l'Hôtel Jérôme. C'était une mer de smoking noir et de robes de créateurs. L'air bourdonnait du ronronnement de milliards de dollars changeant de main dans des conversations chuchotées. Daniel se tenait près de la sculpture de glace, sirotant un scotch. Il était d'une mauvaise humeur. La réunion avec le vice-président de Kincaid avait été annulée à la dernière minute. Pas d'explication, juste un message disant « Les priorités ont changé ». « Pensez-vous qu'il se retire ?» demanda Isabella. Elle portait une robe rose fluo qui était serrée au mauvais endroit et assez brillante pour guider un avion à l'atterrissage. Elle sortait comme un pouce endolori parmi l'élégance feutrée de l'aristocratie européenne. « Non », claqua Daniel. « Kincaid joue juste à se faire désirer. Il est britannique. Ils adorent ces jeux de pouvoir. Quand il me verra ce soir, je le charmerai. Je lui rappellerai que Sterling Enterprises est l'avenir. » « Regardez, pointa Isabella. Il est là. » Lord Julian Kincaid, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à la posture qui criait Eton et Oxford, se tenait près du centre de la pièce. Il était entouré d'un petit cercle de personnes, riant poliment. Daniel redressa sa cravate. « Restez ici, Isabella. Vous êtes un peu trop pour Kincaid en ce moment. Laissez-moi gérer l'approche initiale. » Isabella fit la moue mais resta en retrait pour prendre un selfie avec la sculpture de glace. Daniel navigua dans la foule, ses yeux fixés sur Kincaid. Il répéta sa phrase d'ouverture. « Lord Kincaid, un plaisir. Concernant notre synergie, il était à 3 mètres quand la musique s'arrêta. Ce n'était pas un dysfonctionnement. L'orchestre en direct cessa simplement de jouer. Le bavardage dans la pièce s'éteignit, commençant près de l'entrée et ondulant vers l'extérieur comme une vague. Daniel se retourna, agacé. Quoi maintenant? En haut du grand escalier se tenait une femme. Elle portait une robe qui défiait la gravité. C'était un velours rouge sans profond, structuré et sans bretelles avec une fente qui montait jusqu'à sa cuisse. C'était élégant, dangereux et absolument imposant. Autour de son cou se trouvait un collier qui fit haleter la pièce, une cascade de diamants vintage se terminant par un rubis de la taille d'un œuf de pigeon. C'était le rubis Roth. Il n'avait pas été vu en public depuis les années 1990. Daniel plissa les yeux. Les cheveux de la femme étaient relevés, exposant son long cou élégant.
Son maquillage était plus net, plus foncé que ce à quoi il était habitué. Mais il connaissait ce visage. Il sentit le sang s'écouler de ses jambes. « Sabira », murmura-t-il. La femme commença à descendre les escaliers. Elle ne regardait pas ses pieds. Elle regardait droit devant, scannant la pièce avec un regard de prédateur. La foule se sépara pour elle. Des hommes qui contrôlaient des nations reculèrent pour la laisser passer. Danielle sentit une vague de colère irrationnelle. Que faisait-elle ici? L'avait-elle suivie? Dépensait-elle ses 50 000 $ sur une fausse robe pour saboter la fête et l'embarrasser? Elle est folle, marmonna Daniel à lui-même. Il devait l'arrêter avant qu'elle n'atteigne Kincaid et ne fasse une scène. Si son ex-femme commençait à pleurer ou à mendier de l'argent devant son partenaire commercial, l'accord était mort. Daniel l'intercepta juste au moment où elle atteignit le bas de l'escalier. Il s'avança directement sur son chemin, bloquant son passage. « Que diable faites-vous » siffla Daniel, gardant sa voix basse mais venimeuse. Sabira s'arrêta. Elle le regarda, pas vers lui, mais à travers lui. « Bonjour Daniel, dit-elle. Sa voix était différente. Ce n'était pas la voix douce de la femme au foyer. C'était le ton riche et résonnant d'une femme qui possédait le bâtiment. « Ne me dites pas bonjour, grogna Daniel, saisissant son coude. Comment êtes-vous entré ici? Avec qui avez-vous couché pour obtenir un billet? La sécurité va vous expulser dans 10 secondes. Sabira baissa les yeux sur sa main sur son bras, puis releva les yeux vers les siens. Retirez votre main, Daniel, ou Silas la retirera pour vous. Une ombre massive apparut derrière Daniel. Silas, le chef de la sécurité, planait comme un nuage d'orage. Daniel lâcha rapidement, reculant. « Vous vous ridiculisez, » murmura Daniel agressivement. « Regardez-vous, portant un costume. Vous pensez que vous vous intégrez. Ces gens sont des requins, Sabira. Vous êtes un poisson rouge. Rentrez chez vous. Prenez le bus pour l'Ohio. » Sabira rit. C'était un rire amusé authentique qui glaça Daniel jusqu'aux os. « Un poisson rouge, » répéta-t-elle. « C'est mignon, Daniel. » Isabella arriva en courant, sa robe néon battant. « Oh mon Dieu, c'est Sabira? Pourquoi porte-t-elle ça? Est-ce une location? » Sabira tourna son regard vers Isabella. Elle ne ricana pas. Elle regarda simplement Isabella avec un profond sentiment d'ennui. « Bonjour Isabella, je vois que vous portez toujours quoi que ce soit. » « Écoutez-moi, » interrompit Daniel, la panique montant alors qu'il voyait Lord Kincaid les regarder. « Partez maintenant avant que j'appelle la police. »« Je ne vais nulle part, Daniel, » dit Sabira calmement. « J'ai une réunion. » « Une réunion avec qui? Le personnel de restauration? » Sabira le contourna. Elle marcha directement vers Lord Julian Kincaid. « Non, non, non. » Daniel la poursuivit. « Lord Kincaid, je m'excuse. Cette femme est mon ex-femme. Elle est mentalement instable. Elle est... » La voix tonitruante de Lord Kincaid coupa Daniel. Le Lord britannique contourna Daniel entièrement. Il ouvrit ses bras grands, un sourire authentique brisant son visage stoïque. Il passa devant Daniel, frôlant son épaule, et embrassa Sabira. « Ma chère, » dit Kincaid, l'embrassant sur les 2 joues, « nous craignons que votre jet ne soit retardé. Les turbulences au-dessus de l'Atlantique étaient épouvantables. » Daniel se figea, sa bouche pendait ouverte. « Mon cher jet. » « La navigation fut tranquille, Julian, » dit Sabira, souriant chaleureusement à l'homme plus âgé. « Le G700 gère mieux les turbulences que l'ancien Gulfstream. »« G700 » piailla Daniel. Kincaid regarda enfin Daniel comme s'il remarquait une mouche sur son revers. « Ah, M. Sterling, je vois que vous avez rencontré Mademoiselle Roth. »« Mademoiselle Roth, » bégaya Daniel. « Non, c'est Sabira, ma femme, ex-femme. Vance, son nom est Vance. » Sabira se tourna lentement pour lui faire face. Le cercle entier de dignitaires regardait. « Vance était le nom de jeune fille de ma mère, Daniel, » dit Sabira, sa voix portant clairement sur la salle de bal silencieuse. « Je l'ai utilisée parce que je voulais voir si un homme pouvait m'aimer,
juste moi, sans le poids du nom de mon grand-père. Grand-père? Daniel sentit la pièce tourner. Elias Roth, précisa Kincaid utilement, le roi de l'acier. Sabira est l'unique héritière du Roth Trust. Les genoux de Daniel se dérobèrent en fait. Il dut saisir un plateau de serveur pour se stabiliser. Le Roth Trust, ils possédaient tout. Ils étaient les actionnaires majoritaires de la banque qui détenait les prêts commerciaux de Daniel. Ils possédaient le terrain sur lequel sa tour Hudson Yards était construite. Mais, murmura Daniel, les 50 000 $. Vous avez pris les 50 000 $. Je n'ai pas pris un sou, Daniel, dit Sabira, s'approchant, le rubis à sa gorge attrapant la lumière comme une goutte de sang. Je vous ai dit que je ne voulais pas de votre argent. J'en ai plein du mien. Elle se pencha assez près pour que seul lui puisse entendre le murmure qui le détruisit. Et concernant votre fusion avec Kincaid, j'ai examiné la proposition cet après-midi. Elle recula et sourit, un sourire terrifiant et éblouissant. Je le tue. L'accord est mort, Daniel, et votre entreprise aussi. Elle se tourna vers Lord Kincaid, prenant son bras. Allons dîner, Julien. Je meurs de faim, et l'air ici est soudain devenu très rassis. En effet, gloussa Kincaid. Ils s'éloignèrent, laissant Daniel Sterling seul au centre de la salle de bal, le son de son propre cœur battant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Le matin après le gala, le soleil se leva sur Aspen avec une brillance aveuglante et indifférente. À l'intérieur de la suite junior du St. Regis, les rideaux étaient tirés serrés. Daniel Sterling était assis au bord du lit, la tête entre ses mains. Il n'avait pas dormi. À côté de lui, Isabella ronflait doucement, un masque pour les yeux tirés sur son visage. La pièce sentait le champagne éventé et le désespoir. Son téléphone avait vibré depuis l'aube. D'abord, c'était son équipe de relations publiques. Monsieur Sterling, les photos de Sabira Roth au gala sont en tendance numéro 1 globalement. Les titres l'appellent la comtesse du commerce. Pourquoi n'avez-vous pas divulgué son identité? Puis ce fut son directeur financier, terrifié. Daniel, le groupe Kincaid a publié un communiqué de presse à l'aube. Ils se sont officiellement retirés des pourparlers de fusion, citant l'instabilité du leadership chez Sterling Enterprises. Notre action est en baisse de 14% dans les échanges pré-marché. Daniel attrapa son téléphone et le jeta à travers la pièce. Il rebondit sans danger sur le tapis. « Daniel » gémit Isabella, soulevant son masque. « Qu'est-ce qui se passe? Pouvons-nous commander le service en chambre? Je veux les œufs truffés. » « Il n'y a pas d'œufs truffés, » rugit Daniel, se levant et arpentant la petite pièce. « L'accord est mort, Isabella. Sabira l'a tué. » « Et alors? » Isabella se redressa, agacée. « Alors vous ne fusionnez pas. Vous êtes toujours riche. Nous avons toujours le penthouse. Qui se soucie de Sabira? C'est juste une ex-sa-mère. » Daniel la regarda vraiment pour la première fois. Sans l'éclairage professionnel et le maquillage cher, elle avait l'air ordinaire, mesquine. « Vous ne comprenez pas, » dit Daniel, sa voix tremblante. L'accord Kincaid n'était pas juste pour la croissance, c'était pour la survie. J'ai endetté l'entreprise à l'extrême pour acheter le terrain à Hudson Yards. J'ai emprunté contre ma propre action. Si l'action chute, les banques rappellent les prêts. Si je ne peux pas payer, ils prennent tout. Il devait réparer cela. Il devait lui parler. Il ne se doucha pas. Il enfila un pull et un jean, la première fois qu'il portait du denim en une décennie, et sortit de la pièce. Il prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage. 2 grands gardes de sécurité bloquaient le couloir menant à la suite présidentielle. « J'ai besoin de voir Sabira », demanda Daniel. « Mademoiselle Roth n'accepte pas de visiteurs », dit un garde, ne le regardant même pas. « Dites-lui que c'est son mari », essaya Daniel, puis se corrigea. « Dites-lui que c'est Daniel. Dites-lui. Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui que j'ai fait une erreur. » La porte au bout du couloir s'ouvrit. Ce n'était pas Sabira. C'était Silas. Le chef de la sécurité descendit le couloir tenant une tablette. « Monsieur Sterling,
Madame Roth est occupée à acquérir une mine de lithium au Nevada en ce moment. Cependant, elle anticipait que vous pourriez revenir en rampant. Rampant? Daniel se hérissa. Je suis ici pour négocier. Il n'y a rien à négocier, dit Silas calmement. Cependant, Madame Roth voulait que vous ayez ceci. Aylas tapota l'écran de la tablette et la tendit à Daniel. C'était un ticker en direct de la bourse de New York. Sterling Enterprises, ticker STRL, était en chute libre. Mais ce n'était pas ce qui attira l'œil de Daniel. C'était la colonne des meilleurs acheteurs. Quelqu'un achetait l'action en baisse. Quelqu'un achetait agressivement chaque action que les investisseurs paniqués vendaient. Qui achète? Murmura Daniel. Est-ce Kincaid? Non, dit Silas. C'est une société écran appelée Vance Ventures, entièrement détenue par le Roth Trust. Daniel sentit le sang quitter son visage. Elle me rachète. Elle exécute une prise de contrôle hostile, Monsieur Sterling. Au rythme où le prix chute, elle possédera 51% de votre entreprise d'ici le déjeuner. C'est illégal. C'est un délit d'initié. En fait, sourit Silas, c'est parfaitement légal. Elle n'a plus de devoir fiduciaire envers vous. C'est juste une investisseuse astucieuse qui ramasse un actif défaillant à prix réduit. Vous lui avez dit d'acheter un chat. Elle a décidé d'acheter le travail de votre vie à la place. Silas se retourna pour s'éloigner. Oh, et Monsieur Sterling, le directeur de l'hôtel m'a demandé de vous informer que votre carte de crédit a été refusée pour les frais de chambre. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux. Daniel courut vers les ascenseurs, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Il devait se rendre à New York. Il devait se rendre à son bureau. Il pouvait arrêter les hémorragies s'il pouvait juste atteindre son terminal de trading. Il éclata dans la pièce. « Faites vos valises, Isabella. Nous partons maintenant. »« Mais nous avons des cours de ski à midi. »« Oubliez le ski. Nous sommes ruinés, idiotes. Nous partons. » Ils se précipitèrent à l'aéroport en taxi. Le service de voiture de l'hôtel refusa de les prendre. Quand ils arrivèrent sur le tarmac, Daniel courut vers son Cessna Citation. Le pilote se tenait dehors, les bras croisés. « Allons-y, Dave !» cria Daniel. « Décollage dans 5. »« Je ne peux pas faire ça, Monsieur Sterling, » dit le pilote, regardant ses bottes. « Pourquoi pas? C'est la météo. »« C'est l'ordre de saisie, monsieur. » Le pilote pointa un autocollant orange vif collé sur le fuselage du jet. 2 marshals fédéraux se tenaient près du train d'atterrissage. « La banque a rappelé la dette sur le jet il y a 1 heure, » expliqua le pilote. « Puisque l'action de votre entreprise est la garantie et que l'action a chuté, ils ont saisi l'actif. » Daniel fixa son bel avion, le symbole de sa liberté. Parti. « Mais comment puis-je retourner à New York? » murmura Daniel. Le pilote haussa les épaules. « Je pense que Delta a un vol au départ de Denver. Vous devrez prendre un bus pour y arriver. » Isabella cria, un cri aigu et perçant de pur droit. « Un bus? Je ne prends pas de bus. » Elle sortit son téléphone. « Qui appelez-vous? » demanda Daniel, hébété. « Mon Uber, claqua-t-elle, pour m'emmener à un hôtel différent. »« Quoi, vous me quittez? » Isabella le regarda avec des yeux froids et morts. Le charme avait disparu. Le masque avait complètement glissé. « Daniel, regardez-vous. Vous transpirez. Vous êtes ruiné. Et votre ex-femme vient de vous manger au petit déjeuner. Vous n'êtes plus un titan. Vous êtes un passif. » Elle s'éloigna, traînant sa valise Louis Vuitton sur l'asphalte. Daniel Sterling se tenait seul sur le tarmac venteux d'Aspen. Au loin, le Gulfstream G7 bleu nuit rugit, ses moteurs montant en régime pour le départ. Sabira partait. Elle volait haut au-dessus des nuages pendant qu'il était coincé au sol à attendre un bus. La chute de Daniel Sterling ne fut pas rapide. Ce fut un spectacle public lent et agonisant. Il fallut 2 jours à Daniel pour retourner à New York. Il arriva au terminal 4 de JFK, échevelé, portant les mêmes vêtements qu'il avait portés à Aspen. Il prit un taxi jaune jusqu'à sa tour Hudson Yards.
Il devait entrer dans le bâtiment. S'il pouvait juste atteindre son bureau, il pourrait appeler ses contacts privés. Il pourrait appeler les Saoudiens. Il pourrait mettre en gage sa collection d'or personnel. Il entra dans le hall de la Sterling Tower. L'atrium de verre était imposant et majestueux, un monument à son ego. Il marcha vers les portiques, cherchant son badge de sécurité. Bip, bip, bip. Lumière rouge. Accès refusé. Il essaya à nouveau. Bip, bip, bip. Monsieur. Le garde de sécurité au bureau se leva. C'était le vieux Jerry. Daniel avait passé devant Jerry tous les jours pendant 5 ans et n'avait jamais appris son nom de famille. Jerry, la maudite machine escrassée. Laissez-moi entrer. Je ne peux pas faire ça, Monsieur Sterling, dit Jerry, son visage illisible. Votre autorisation a été révoquée. Révoquée? Je possède ce bâtiment. Plus maintenant, monsieur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Une équipe de déménageurs en sortit, portant des boîtes. Les boîtes de Daniel, ses récompenses, ses couvertures de magazines encadrés, son humidor. Il les jetait dans des caisses en plastique dans le hall. Derrière les déménageurs se tenait une femme en costume bleu marine élégant. Ce n'était pas Sabira. C'était Chloé, son assistante personnelle. « Monsieur Sterling, » dit Chloé sèchement, consultant un presse-papier. « Timing parfait. Nous étions sur le point de les envoyer par courrier à la maison de votre mère en Ohio, mais puisque vous êtes ici, vous pouvez les prendre. » « La maison de ma mère » s'étouffa Daniel. « Qu'est-ce qui se passe? » « Prise de contrôle hostile complétée à 9h30 ce matin, récita Chloé efficacement. Vance Ventures détient des décisions à maintenant 53 points de Sterling Enterprises. Le conseil d'administration s'est réuni à 10 heures. Leur première motion a été de révoquer le PDG pour négligence grave et atteinte à la réputation. La motion a été votée à l'unanimité. Ils m'ont viré! Daniel sentit la pièce tourner. J'ai construit cette entreprise. Et vous l'avez poussé à l'oubli, dit Chloé. Le nouvel actionnaire majoritaire est nommé un nouveau PDG par intérim. Qui? Siffla Daniel. Qui est assis sur ma chaise? Moi, dit une voix de la mezzanine. Daniel leva les yeux. Sabira se tenait sur le balcon dominant le hall. Elle ne portait pas la robe glamour d'Aspen, ni les cardigans gris invisibles de son mariage. Elle portait un tailleur puissant qui ressemblait à une armure. Elle descendit les escaliers, lente et délibérée. Vous, Daniel rit, un son maniaque et brisé. Vous ne savez pas comment diriger un empire immobilier, Sabira. Vous organisez des ventes de pâtisseries caritatives. J'ai un master en économie de Wharton, Daniel, dit Sabira, descendant la dernière marche. Je l'ai terminé en ligne pendant que vous étiez occupé à avoir des réunions tardives avec Isabella. Vous n'avez jamais demandé. La révélation le frappa comme un coup physique. Elle avait aiguisé sa lame juste sous son nez pendant des années. « Pourquoi, murmura Daniel, pourquoi êtes-vous resté si longtemps? Si vous étiez ce titan, pourquoi avez-vous joué la femme de chambre? » Sabira s'arrêta devant lui. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient juste déçus. « Parce que je voulais avoir tort, » dit-elle doucement. « Mon grand-père me disait que les hommes comme vous n'aiment que le reflet d'eux-mêmes qu'ils voient dans les yeux d'une femme. Il me disait que si j'enlevais le faste, si j'étais juste Sabira, vous finiriez par vous ennuyer et me jeter. Je suis resté 5 ans, espérant qu'il avait tort, espérant que vous étiez différent. » Elle s'approcha, sa voix baissant à un murmure que seul lui pouvait entendre. « Je vous ai donné de la loyauté. Je vous ai donné un foyer. Je vous ai donné de la stabilité. Et vous m'avez traité comme un poste sur un rapport de dépenses que vous vouliez couper. Vous vouliez un trophée, Daniel. Alors je vous ai laissé partir. Maintenant, je reprends le terrain de jeu. » Elle fit signe à Jerry. « Raccompagnez M. Sterling dehors. Il est en violation de propriété. » « Attendez !» Daniel lui saisit le bras. C'était un réflexe. Immédiatement, Silas sortit de derrière un pilier. Mais Sabira leva une main, l'arrêtant. Elle baissa les yeux sur la main de Daniel sur sa manche jusqu'à ce qu'il la relâche.
J'ai une proposition, dit Daniel, sa voix brisée. Le penthouse, il est à mon nom. Il est séparé de l'entreprise. C'est mon sanctuaire. Vous pouvez avoir l'entreprise. Laissez-moi juste garder l'appartement. Laissez-moi avoir un peu de dignité. Sabira inclina la tête. Le penthouse, oui, il est à moi. Je l'ai acheté avant que nous nous rencontrions. Vous l'avez fait? Sabira acquiesça. Mais vous l'avez refinancé l'année dernière pour payer les bijoux d'Isabella et vos dettes de jeu à Macao. Vous avez contracté un prêt hypothécaire à taux variable. Daniel cligna des yeux. Alors, qui, selon vous, détient la note sur ce prêt hypothécaire, Daniel? Elle n'eut pas besoin de le dire. Le Roth Trust. J'ai rappelé le prêt ce matin, dit Sabira simplement. Vous êtes sans défaut. Les serrures ont déjà été changées. Vos vêtements sont dans ces boîtes. Elle fit un geste vers les caisses en plastique sur le sol. Vous n'avez rien, dit-elle, sa voix dépourvue de malice, juste énonçant un fait. Vous êtes exactement là où vous étiez avant de me rencontrer. En fait, vous êtes plus mal, car maintenant le monde sait que vous êtes une fraude. Elle lui tourna le dos et commença à marcher vers les ascenseurs. « Sabira !» cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs de verre. « Qu'est-ce que je suis censé faire? » Elle s'arrêta, les portes de l'ascenseur s'ouvrant pour révéler le bureau qu'il dirigeait autrefois. Elle regarda par-dessus son épaule, lui offrant le même conseil qu'il lui avait donné dans la froide salle de conférence il y a juste 4 jours. « Recommencez, Daniel, dit-elle. Achetez un chat. » Les portes se refermèrent. Daniel se tenait dans le hall. Les déménageurs lui poussèrent une boîte en carton sur la poitrine. Elle était lourde. Elle contenait une agrafeuse, une photo de lui serrant la main d'un sénateur et une tasse meilleur patron du monde. Il sortit par les portes tournantes sous la froide pluie de New York. Il héla un taxi, mais quand il vérifia son portefeuille, il réalisa qu'il n'avait pas d'argent liquide. Ses cartes de crédit étaient gelées. Il se tenait sur le trottoir, la pluie trimpant son pouls. Un bus s'arrêta à l'arrêt voisin. Le panneau à l'avant lisait Port Authority. Il avait 2,70 $ en monnaie dans sa poche, juste assez pour un billet. Daniel Sterling, l'ancien roi de Hudson Yards, monta dans le bus, s'assit à l'arrière, et pour la première fois de sa vie, il pleura. Le temps est une drôle de façon de réécrire l'histoire à New York. Il y a 6 mois, l'effondrement de Sterling Enterprises était la seule chose dont les présentateurs de nouvelles pouvaient parler. Ils l'appelaient le crash des cars du siècle. Ils analysaient chaque erreur que Daniel avait faite, chaque prêt sur lequel il avait fait défaut et chaque pont qu'il avait brûlé. Mais New York est une ville de brassage constant. Le scandale brûla à blanc pendant quelques semaines, alimenté par Schadenfreude, et le choc avant de s'estomper lentement dans le bruit de fond de la métropole. Il y eut de nouveaux scandales, de nouveaux milliardaires, de nouveaux divorces, mais aux 30 Hudson Yards, les cicatrices du passé étaient physiquement guéries. Par un matin de novembre frais et mordant, le vent fouettait à travers la place au pied de la tour. Pendant des semaines, la façade du bâtiment avait ressemblé à un soldat blessé. Les énormes lettres plaquées en Sterling avaient été arrachées par des équipes industrielles, laissant derrière elles de faibles contours fantomatiques sur le verre. Un rappel poussiéreux de l'ego qui y vivait autrefois. Aujourd'hui, ces fantômes étaient enfin recouverts. Une foule de près de 500 personnes s'était rassemblée. Ce n'étaient pas seulement les requins habituels de Wall Street ou les paparazzis cherchant une erreur. C'était une mer diverse de visages, de jeunes femmes avec des ordinateurs portables, d'enseignants vétérans, de bénéficiaires de bourses et de propriétaires de petites entreprises. Sabira se tenait en coulisses derrière le lourd rideau de velours du podium improvisé. Elle ajusta ses poignets. Elle ne portait pas la robe de vengeance rouge sang d'Aspen, ni les cardigans gris invisibles de son mariage. Elle portait un tailleur d'un bleu poudré doux, une couleur de calme, une couleur du ciel. « Vous êtes prête, Madame Roth? » demanda Silas. Le chef de la sécurité souriait, ce qu'il faisait rarement.
Je suis prête, Silas, dit Sabira. Et s'il vous plaît, appelez-moi Sabira. Nous ne sommes pas de la royauté. Vous l'êtes pour certains d'entre eux, marmonna-t-il, tirant le rideau. Sabira s'avança dans la lumière. Les applaudissements n'étaient pas polis. Ils étaient bruyants. Ils roulèrent sur elle comme une vague chaude. Elle marcha vers le microphone, regardant la ville qui l'avait autrefois renvoyée comme un rien. « Merci, dit-elle, sa voix stable et amplifiée à travers la place. Il y a 6 mois, je me tenais dans le bureau d'un avocat et on m'a dit que ma valeur était négociable. On m'a dit de prendre un chèque et de disparaître. On m'a dit d'aller acheter un chat. » Une onde de rire parcourut la foule. L'histoire du commentaire sur le chat avait fuité dans la presse et était devenue un mème Internet, un symbole de renvoi transformé en motivation. Pendant des années, continua Sabira, faisant un geste vers l'imposante structure de verre derrière elle. Ce bâtiment était une forteresse. Il était conçu pour intimider. Il était construit sur l'idée que le succès est un jeu à somme nulle. Que pour qu'une personne gagne, une autre doit perdre. C'était un monument à l'ego d'un homme qui pensait que le pouvoir signifiait le silence. Elle s'arrêta, établissant un contact visuel avec une jeune fille au premier rang, tenant un panneau qui lisait « L'avenir est féminin ». Mais le vrai pouvoir ne consiste pas à construire des murs pour garder les gens dehors, dit Sabira doucement. Il s'agit du nombre de portes que vous pouvez ouvrir pour les autres. J'ai passé 5 ans à être la femme invisible. J'ai tout vu depuis les ombres et j'ai appris que les gens avec les meilleures idées sont souvent ceux que personne ne regarde. Elle pressa un grand bouton sur le podium. Derrière elle, l'énorme bâche de soie drapant l'entrée tomba avec un lourd bruissement. La nouvelle signalisation n'était pas adorée. Elle n'était pas voyante. Elle était gravée dans de l'acier mat brossé, discrète et permanente. Le Centre Vince pour l'innovation. Ce bâtiment n'est plus un fonds spéculatif privé, annonça Sabira. Depuis ce matin, c'est le siège social de l'initiative Vince. Nous sommes un incubateur de start-up dédié au financement d'entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Nous fournissons du capital, des bureaux et une défense juridique à celles à qui l'on a dit de rester dans les ombres. Les acclamations furent assourdissantes. Elle avait fait l'impossible. Elle n'avait pas seulement volé l'empire de Daniel, elle l'avait purifié. Elle avait pris un symbole de la cupidité et l'avait transformé en un phare. 1 heure plus tard, le champagne avait été versé, les mains avaient été serrées et la presse s'était dispersée. Sabira prit l'ascenseur privé jusqu'au 90e étage, le penthouse. C'était le sanctuaire que Daniel avait gardé jalousement. Il criait si le personnel de nettoyage déplaçait un sous-verre de 2 pouces. Il avait interdit à Sabira d'entrer dans sa salle de guerre sans invitation. Maintenant, elle y entra avec ses clés dans sa poche. L'espace était méconnaissable. L'esthétique froide de garçonnière, cuir noir, chrome, bord tranchant, avait disparu. Sabira l'avait éventré. Les murs étaient maintenant d'un crème chaud. Les meubles étaient moelleux et accueillants. La salle de guerre était maintenant une bibliothèque remplie de premières éditions et de fauteuils de lecture confortables. Elle ne sentait plus la peur et l'eau de Cologne. Elle sentait la vanille et le vieux papier. Chloé, sa chef de cabinet, l'attendait près de la fenêtre avec une tablette et une petite pile de courrier. L'action est en hausse de 4% grâce aux nouvelles du rebranding, dit Chloé défilant. Et Isabella est à nouveau dans les tabloïds. Apparemment, elle a été expulsée d'un yacht à Monaco pour avoir essayé de voler des couverts. Sabira soupira. Un petit son de pitié. J'espère qu'elle trouve ce qu'elle cherche. J'en doute, dit Chloé. Elle hésita, puis ramassa une seule enveloppe blanche de la pile. Ceci est arrivé via le service de réexpédition. Il a été envoyé à l'ancienne boîte postale que nous avons fermée la semaine dernière. J'ai failli le déchiqueter, mais Chloé le tendit. C'est de lui. Sabira prit l'enveloppe. Elle était bon marché, le genre que vous achetez en vrac dans un dépanneur. L'écriture était saccadée, moins confiante que la calligraphie dont Daniel se vantait autrefois. L'adresse de retour était un complexe d'appartements à Long Island City,
un quartier d'entrepôts et de lofts converti loin du faste de Manhattan. Sabira marcha vers la fenêtre du sol au plafond. Elle regarda l'Empire State Building au loin. Ses mains ne tremblèrent pas. Elle ne ressentit pas l'ancienne poussée d'adrénaline ou de peur. Elle ressentit juste une légère curiosité. Elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une feuille unique de papier ligné de carnets et un chèque personnel. Elle regarda le chèque d'abord. Il était tiré d'une caisse de crédit. Le montant était écrit à l'encre bleue tremblante, 50 $. Elle déplia la lettre. « Sabira, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je sais que vous êtes occupé à diriger le monde. Je vis à Queens maintenant. J'ai un emploi dans les ventes dans une entreprise de logistique de taille moyenne. C'est humiliant. Je ne suis pas le PDG. Je ne suis même pas un gérant. Je suis assis dans un cubicule. Je prends le train 7 pour travailler. J'achète mon propre café. L'autre jour, mon patron m'a crié dessus pour être en retard de 2 minutes et j'ai juste dû l'encaisser. C'était la première fois en 20 ans que personne ne se souciait de qui j'étais. J'ai vu la diffusion en direct du dévoilement aujourd'hui. Vous aviez raison à propos du bâtiment. Il a l'air mieux sans mon nom dessus. Il a l'air de pouvoir enfin respirer. Je ne peux pas vous rendre les 50 000 $. Je ne les ai pas. Mes actifs sont toujours gelés ou saisis, mais 6 juin 50 $. C'est de mon premier chèque de commission. J'en enverrai un autre de 5 ans le mois prochain et le mois d'après. Vous m'avez dit de recommencer. Vous m'avez dit d'acheter un chat. Je l'ai fait. Je l'ai trouvé dans l'allée derrière mon bâtiment. Il lui manque la moitié d'une oreille et il déteste tout le monde. Mais il s'assied sur mes genoux quand je regarde les nouvelles. Je l'ai nommé Barnaby. C'est le seul qui m'écoute maintenant. Je vous ai sous-estimé. Pas seulement votre argent, mais votre colonne vertébrale. Je suis dur, les Daniel. Sabira fixa le papier. Elle essaya de trouver la colère. Elle essaya d'invoquer la rage de la femme qui était assise dans cette froide salle de conférence, à qui l'on offrait une misère pour 5 ans de sa vie. Mais la rage était partie. Elle s'était brûlée comme le brouillard matinal. Scandale. C'était un montant pathétique comparé aux milliards qu'elle gérait maintenant. Mais en regardant le chèque, Sabira réalisa que c'était probablement le premier argent honnête que Daniel Sterling avait gagné de toute sa vie. Ce n'était pas de l'argent fait de levier ou de manipulation ou d'héritage. C'était de l'argent fait de travail. « Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» demanda Chloé doucement, s'approchant d'elle. « L'encadrer, le brûler? Je peux demander à Silas de le renvoyer avec une mise en demeure. » Sabira regarda le chèque, puis la ville tentaculaire sous elle. Elle pensa à Daniel assis dans un cubicule à Queens, caressant un chat à une oreille, apprenant enfin ce que cela signifiait d'être un être humain plutôt qu'une marque. « Non, » dit Sabira, un doux sourire authentique touchant ses lèvres. « Encaissez-le, encaissez-le, mettez-le dans le fonds de bourse. Que ces 50 $ aident à payer les manuels scolaires d'une jeune femme. » Elle se détourna de la fenêtre, plaçant la lettre sur le bureau. Elle regarda le mur vide où un énorme portrait sombre de Daniel avait l'habitude de pendre. Il était blanc maintenant, attendant de l'or nouveau. « Et envoyez une réponse, » ajouta Sabira. « Juste une courte note. »« Que dois-je dire ?» demanda Chloé, stylo en main. « Je te l'avais dit, trop peu, trop tard. » Sabira secoua la tête. Elle prit son sac, prête à se rendre à sa prochaine réunion, une réunion concernant les initiatives pour l'eau potable au Kenya. Elle avait tellement dépassé ce point que la cruauté lui semblait d'un gaspillage d'énergie. Dites-lui continuez. Chloé sourit et hocha la tête, fermant le dossier. Sabira marcha vers la porte du penthouse. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. La femme invisible était morte, enterrée sous le poids de son propre succès. À sa place se tenait Sabira Roth, une femme qui avait signé les papiers de divorce tranquillement, avait marché à travers le feu et en était sortie tenant la flamme. Elle entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton pour le lobby et regarda les portes se fermer. Le jet était plein. Les accords attendaient. Et pour la première fois de sa vie, la vue du sommet ne la rendait pas étourdie.
Cela la rendait juste affamée de ce qui allait